Bonjour à tous, c'est le live quotidien 19h heure française, 18h heure algérienne, donc je vous salue. Et au sommaire aujourd'hui, trois petites choses encore. Alors, on attaque avec un témoignage ici que je vous laisse lire un petit peu, je ne sais pas si c'est possible. Puis je vous parlerai un petit peu des fortifications d'Oran. Et je vous parlerai de ça, parce que j'ai reçu un petit coup de téléphone hier, et j'aimerais bien vous en parler quand même. Alors, je vois que j'ai quelques petits spectateurs, n'oubliez pas de me faire coucou, moi je vous fais coucou, et je suis très content qu'il y en ait déjà quelques-uns. Alors, on attaque avec un témoignage de Chérif Chetoui, qui en fait, salut Chantal, qui en fait donc me laisse un commentaire que vous avez dû voir peut-être. Salut Marie-Ange. Un commentaire que vous avez peut-être déjà vu sous la photo que j'ai postée sur l'aéroport avec un fond un petit peu doré parce que c'était quand je suis arrivé la première fois à la Sénia en avril 2014. Il y avait un fond doré comme ça par le sable du Sahara. Donc c'était très chouette. Alors j'ai posté ça et puis j'ai eu dessous un commentaire un petit peu virulent de Chérif Chetoui que je vais lire. Je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui l'ont lu et je me suis dit il y a des petites choses à dire. Là-dedans, je vais le dire. Il m'écrit « Vous faites d'Oran le projet de votre vie. Pourquoi vous n'allez pas y vivre, ou au moins faire quelque chose pour la ville de vos ancêtres, si la mafia qui gouverne l'Algérie vous ouvre les portes ?» Je laisse tomber évidemment la fin de la question, mais je garde le début. Pourquoi vous n'allez pas y vivre, ou au moins faire quelque chose pour la ville de vos ancêtres? Super question, c'est une bonne question, c'est même une question des fois qui m'a traversé l'esprit. Alors j'ai répondu en commentaire que ma vie, elle est à Bordeaux. Le fait est que ma vie est à Bordeaux de toute manière. Et que mes filles sont à Bordeaux aussi et qu'elles ont leur vie. Et que, au fond, moi, ma vie, de toute façon, elle est là. Et je crois qu'il y a quelqu'un d'autre dessous qui a répondu que c'est vrai que Oran fait partie de notre vie. Donc Oran fait partie de ma vie, mais enfin, c'est pas le centre de ma vie quotidienne. Mais j'allais dire, c'est même pas pour ça que je lis ce texte-là, c'est que je voudrais dire deux choses dessus. La première des choses, c'est que si par hasard j'avais la folle idée d'amener toute la famille vivre en Algérie, à Oran, là-bas, je considérerais que j'impose à mes filles une passion personnelle, et je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure façon pour moi de transmettre tranquillement Oran. Et l'importance que Oran a pour moi et les racines, mes racines à moi, donc leurs racines à elles. Et je préfère, mais de loin, transmettre en douceur, comme ça, en fond de tableau, l'idée que, bah oui, on arrive d'Oran, mais voilà, c'est tout. C'est nos racines, mais vous, les filles, vous avez votre vie, faites votre vie. Je ne vais certainement pas vous imposer d'aller à Oran. Ça, c'est un premier point, et je considère que c'est ça quand même qui est fondamental. Je ne veux surtout pas, moi, commencer à leur marteler dans la tête, vous êtes d'Oran, etc. Toutes vos racines sont à Oran, il faut que vous aussi, vous alliez à Oran, ou je ne sais quoi. Moi, ma grande, elle commence à avoir un petit brin d'envie d'aller à Oran. Je lui ai dit, écoute, tu vas quand tu veux, moi je t'amène, mais si tu vas jamais dans ta vie à Oran, c'est pas bien grave, tu vas pas en mourir non plus. Et la petite, elle s'en fiche, mais alors complètement, et ça me perturbe pas plus que ça non plus. Elle a quand même mis son petit pot de terre rouge sur son bureau, voilà, mais je sais même pas si elle le regarde de temps en temps, si elle doit passer devant, mais enfin, c'est pas sa vie. Et la grande, c'est pas sa vie non plus. Donc je vois pas très bien pourquoi j'irais là-bas amener tout le monde et en fin de compte être, à mon avis, contre-productif sur cette histoire. Bon, ça c'est la première chose que je voulais dire, c'est par rapport à la transmission pour mes filles. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que si par le plus grand des hasards j'étais complètement libre et que j'avais personne, et ici pas d'enfant, rien du tout, pas d'attache, je ne sais même pas si j'irai à Oran, et pour des tas de raisons, c'est parce que je pense de toute manière que ce que j'aime moi, et tel que je suis, mais j'en ai déjà parlé dans un précédent live, tel que je suis, en vérité, j'ai un besoin de liberté qu'on a ici en France et qu'il n'y a pas en Algérie, et j'ai besoin de la vitalité qu'il y a en Algérie et qu'il n'y a pas ici en France. Et cet équilibre-là, je ne peux pas le trouver en Algérie, il me manquera la liberté dont j'ai profondément besoin et que je trouve ici, et je ne peux pas complètement, enfin je peux pas, si, je suis ici, mais il me manque la vitalité d'Algérie.
Donc si je devais vraiment aller en Algérie, ben, je ne sais pas très bien au fond si je serais équilibré, parce que mon équilibre, c'est les deux. Et à vrai dire, ce que j'aimerais profondément, c'est pouvoir tranquillement faire des allers-retours entre les deux. Voilà, j'aimerais pouvoir faire des allers-retours tranquillement entre les deux. Voilà, prendre l'avion, aller là-bas, prendre l'avion, revenir ici, prendre l'avion, aller là-bas, etc. Si je pouvais faire ça, c'est ça fondamentalement que je ferais. Idéalisme ou irréalisme? Marie-Ange, il va falloir que tu m'expliques parce que je ne saisis pas très bien. Donc, voilà ce que je voulais répondre à cette question, qui évidemment hein, est intéressante parce que je me la suis posée moi-même. Mais bon, les réponses, j'ai fini par les trouver, j'ai fini par me dire non. Ce dont j'aurais vraiment besoin, c'est de pouvoir circuler entre les deux librement et tranquillement et avoir la liberté des deux côtés hein, et la vitalité des deux côtés. Au fond, c'est ça que je voudrais. Hein. Donc, Deuxième, c'est Oran, une ville de fortification, puisque j'ai vu qu'il y avait une exposition à l'APC d'Oran actuellement sur les fortifications. Il faut savoir que, apparemment, Oran est une ville extrêmement fortifiée et la ville, semble-t-il, la plus fortifiée au moins de Méditerranée. J'ai cru voir même du monde. Alors je ne sais pas si c'est la plus fortifiée du monde, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'elle est extrêmement fortifiée. Il y a énormément de forts qui ont été construits, de souterrains, il y en a dans tous les sens en vérité, c'est un véritable gruyère. Je vais essayer de vous présenter ça assez vite, et pas du tout en historien, juste comme ça pour mon petit plaisir, hein, et pour le plaisir des personnes peut-être. Si on regarde une carte du vieil Oran, hein, c'est-à-dire du côté de la marine, du côté de la Casbah, du côté de la place de la Perle et tout ça, on a quelque chose qui ressemble à ça. Et tout ce que vous voyez en noir, c'est des souterrains, et tout ce que vous voyez autour, c'est des forts. Salut Marie. Tout ce que vous voyez autour, c'est des forts. Il y a énormément de forts. Alors évidemment, on pense tout de suite à celui de Santa Cruz. Or, c'est pas le premier. Le premier, c'est Ros Alcazar, et dedans, il y a les 3 tours mérinides. Et quand les marins, avant l'arrivée des Espagnols, c'est-à-dire avant 1509, arrivaient là, ce qu'ils voyaient en premier, c'était quand même Ros Alcazar et les 3. Alors, Ros Alcazar, je ne devrais pas dire comme ça, parce qu'à l'époque, ça ne s'appelait pas comme ça, mais les tours mérinides qui étaient au niveau de Ros Alcazar actuellement, et ils voyaient la Casbah, une fortification qui était déjà présente avant l'arrivée des Espagnols. Après, évidemment, il y a l'arrivée des Espagnols, alors là, ça commence à devenir de la folie pure et dure, parce que là, ils construisent le fort de Santa Cruz, et c'est entre 1509 et 1708. Donc là, il y a une présence espagnole très longue de 3 siècles, et ils n'arrêtent pas de construire des petits fortins dans tous les sens. Il y a le fort de Santa Cruz tout en haut, au milieu il y a le fort San Grégoire qui actuellement est plus qu'un truc complètement plat, sur lesquels il y a des gamins qui jouent au foot. Et je te remercie Moussa d'ailleurs de m'avoir amené là, parce que j'étais jamais venu à ce niveau-là, j'avais jamais vu exactement à quoi ça ressemblait, et j'ai été assez content de voir ce fort San Grégoire qui était utilisé comme un terrain de foot, et où il y avait plein de vie. J'aime bien moi quand il y a de la vie. Hein. Et ensuite il m'a amené avec ses amis là sur le flanc de la colline, et il y avait à l'intérieur des poudrières, il y avait des tunnels, etc. On est rentré dedans, j'étais un petit peu comme ça, j'étais pas super rassuré parce que c'était vraiment tout noir et on voyait pas très bien, on avait juste des petites lampes comme ça. Mais enfin bon, c'est pour dire que vraiment c'est creusé de partout. Et alors, il y a le fort de Santa Cruz, il y a le fort San Grégoire, il y a le fort Lamoun tout en bas, et celui qui est au-dessus, il protège toujours celui qui est au-dessous, etc., etc. Et alors on a le fort qui est celui de la Casbah. Salut Laurent. On a le fort enfin on a le fort. On a le vieux château, comment on dit ça, le Viejo Castillo, le Castillo Viejo, qui était le siège du gouverneur là. Et il y a 2 petits fortins qui sont autour de la Casbah, et le San Pedro qui est plus au sud, le fort Santiago qui est juste au nord. Puis ça descend, on a la tour San José au niveau de la porte de Tlemcen, au niveau de la place des Quinconces. On remonte, on a le fort Saint-Philippe, on a le fort Saint-André, on a le fort Ros Alcazar. En résumé, Oran est complètement entouré, mais alors vraiment complètement entouré de fortifications dans tous les sens. Et alors, c'est pas tant ça qui m'a surpris, parce que ça je l'ai assez vite vu quand même, mais alors ce qui m'a surpris, c'est le côté souterrain. Et là je voudrais vous lire un truc qui est quand même assez intéressant. C'est les souterrains. J'en avais fait un texte d'ailleurs, parce que j'avais découvert ça dans un livre de Edgar Attias, qui est un historien amateur d'Oran, mais enfin il a plongé dans plein de trucs et il a fabriqué des petits livres géniaux.
Il écrit en 1932, le commandant Kiener est chargé d'une mission délicate, aménager des abris de défense anti-aérienne pour Oran. C'est-à-dire qu'il est missionné, évidemment, on commence à sentir un petit peu la guerre et tout ça, donc il est missionné pour essayer de repérer à Oran où est-ce qu'on pourrait construire des abris anti-aériens. Donc il va commencer à plonger dans tous les tunnels, et il va se rendre compte qu'il y a des tunnels absolument partout. Et alors ce qui est terrible, c'est qu'il n'a aucun plan, et je vous explique 2 secondes pourquoi il n'a aucun plan. Il explique, ce sont les Espagnols qui ont construit la majorité du réseau durant les 2 périodes de leur présence, et les documents ont toujours été gardés strictement secrets. Donc personne n'a de plan des souterrains espagnols. Ensuite, aucun travail de synthèse n'a jamais été réalisé. Chaque gouverneur connaît son réseau, mais ne connaît pas celui de ses prédécesseurs. Donc en fait, chacun connaît son petit réseau, mais ne sait pas du tout quel est le réseau du précédent, de celui qui l'a précédé. Et il y a un 3e point. Du côté des Kmuls, certaines galeries sont d'origine Maure, M-A-U-R-E, et dû au B. Mouchlagen, c'est-à-dire le moustachu, celui qui était ottoman, qui était là entre 1708 et 1732. Impossible de retrouver les plans aussi. En résumé, il n'y a personne qui a les plans de tous les souterrains. Et alors, le commandant Kiener, là, il va commencer à plonger partout, il va essayer de faire des plans, et il va se rendre compte que c'est un gruyère sous Oran. Et alors, il découvre plusieurs choses. Il découvre par exemple sous la Casbah, le commandant Kiener sait qu'il existe une grande caserne souterraine et qu'on peut y pénétrer par la rue de l'Intendance. Il faut juste déblayer le passage, et il va le faire, et il se rendra compte alors que ça va être énorme, et le lieu se sera fait, et le lieu constituera l'un des meilleurs abris des bas quartiers, c'est-à-dire qu'une bonne partie de la marine, de ceux qui sont au niveau de la place de la Perle, vont aller se réfugier, quand il y aura des bombardements et tout ça, vont aller se réfugier sous la Casbah, parce qu'il y a un truc énorme. Salut Chantal, histoire de fou, bah oui, histoire de fou, c'est complètement dingue, hein, c'est des souterrains partout. Ensuite, au-delà de la Casbah vers le sud, il y a le fortin de San Pedro, d'où part une galerie longue de plus de 100 mètres, plusieurs petites galeries vers les planteurs, et probablement une galerie vers la porte de Tlemcen, visible sur les plans, mais impossible à localiser sous le terrain. Vers l'est, au fortin de Santiago, c'est-à-dire celui qui va remonter vers Santa Cruz, une trappe dans le fortin conduit vers le fort Saint-Grégoire, et un embranchement se dirige vers Santa Cruz. Ros Alcazar est aussi percé de nombreuses galeries. L'une d'elles a été emménagée en abri, et les élèves de l'école Bastrana, il y en a qui connaissent peut-être, pouvaient y accéder par une entrée percée dans la cour de l'établissement. Une autre fut mise à jour sous la rampe Vallès et incorporée au système d'abri du lycée du Garçon. La plus importante, sur les plans, aboutit à Saint-André en traversant la place d'Armes, mais impossible d'en retrouver l'entrée. En résumé, il faut arriver à voir Oran. La dernière fois, j'en avais parlé vu d'en haut, hein, c'était tout plat. Ben, il faut arriver à voir Oran comme une ville souterraine complètement creusée de galeries dans tous les sens, dont personne, en plus, n'a les plans. Donc c'est complètement dingue. Alors je ne vais pas aller beaucoup plus loin que ça, c'était juste pour vous mettre en tête l'idée que si on a l'impression d'une ville plate, en vérité, en souterrain, c'est creusé absolument dans tous les sens et qu'il n'y a personne qui a les plans. Salut Sarah. Ouais. Bon, dernière petite chose, ça. C'est quand même extraordinaire. Ça, c'est un coup de téléphone que j'ai reçu, j'espère qu'il ne va pas sonner, là. C'est un coup de téléphone que j'ai reçu hier soir à 10h30. Alors un coup de téléphone chez moi à 10h30, j'aime pas trop ça, ça fait toujours peur. Et là, j'ai décroché, oui, allô, et j'entends une petite voix qui me dit « Monsieur Paul Souler ?» Je dis « Oui, c'est Monsieur Paul Souler. » Et elle me dit « Ah, c'est Monsieur Oran. » Et là, j'éclate de rire. Monsieur Oran, cette dame m'appelait Monsieur Oran. Et en fait, c'était une Algérienne de Marseille qui avait vu mes vidéos, qui était contente et qui a dû chercher mon numéro de téléphone, je ne sais pas comment. Si, elle a dû aller sur mon site en fait, parce que je l'ai affiché sur mon site. Mais enfin, il faut déjà avoir la volonté d'aller sur mon site pour aller chercher mon numéro de téléphone quand même. Et qui m'a appelé hier soir à 10h30. Pourquoi ? Pour discuter d'Oran, pour savoir pourquoi je faisais les vidéos, pour me demander si la mairie, il y avait toujours les échafaudages, etc., etc. Et on a discuté pendant 20 minutes d'Oran, comme ça, tranquillement. Et je me suis dit, mais il n'y a que l'Algérie qui peut faire ça. Je pense qu'il n'y a personne en France, enfin en tout cas moi je crois pas que j'appellerai quelqu'un que je connais pas du tout, que je vois comme ça en vidéo,
Je l'appellerai le soir pour parler d'Oran, comme ça. Et cette vitalité-là, c'est ça que je veux faire passer, cette vitalité-là, c'est une vitalité qu'on retrouve en Algérie partout, tout le temps. C'est-à-dire que les gens se laissent vraiment aller. Nous, on ne trouverait pas ça en France. Enfin, je crois hein, sincèrement qu'on ne trouverait pas ça en France. Moi, j'ai le souvenir d'Amina, quand j'étais dans son salon, je discutais avec elle, il était minuit, hop, elle reçoit un coup de téléphone. Hein. Salut Paul, c'est pour ça qu'on ne veut pas de métro à Oran, il y a un sacré gruyère en dessous. Salut Kamel, je ne sais pas pourquoi j'ai dit Paul. Enfin oui, j'ai lu ton commentaire. Il y a un sacré gruyère en dessous. Oui, non, mais ça c'est sûr, hein, ça c'est sûr, il y a un sacré gruyère. Alors c'est sûr que si on construisait un métro à Oran, je ne sais pas très bien comment ils feraient, parce qu'il faudrait déjà qu'ils arrivent à avoir un plan de toutes les galeries souterraines, parce que là c'est juste impossible. Donc je disais que j'étais chez Amina à minuit à Oran là-bas, et que son téléphone, pouf, il s'est mis à sonner. Et je me disais, c'est dingue, un téléphone qui sonne à minuit comme ça. Et en fait, c'était un ami à elle qu'elle n'avait pas revu depuis 5 ans. Il était dans le coin. Est-ce qu'il peut monter pour voir? Donc il est monté, ils se sont embrassés, et tout ça à minuit, minuit et demi. Et je me suis dit, il y a quand même une simplicité, un plaisir simple de faire les choses, une chaleur, une vitalité. J'ai pas d'autres mots en fait quand je pense à l'Algérie. J'ai pas d'autres mots. Hein. D'ailleurs, si je reprends le questionnaire que m'a posé la jeune fille hier, sa dernière question c'est que représente l'Algérie pour vous aujourd'hui? Mais pour moi, l'Algérie c'est ça, c'est la vitalité. C'est des gens qui sont capables d'appeler à 10h30 du soir pour discuter d'Oran et ils appellent un inconnu juste parce qu'ils ont vu des vidéos. Et moi je trouve ça génial, c'est quelque chose qu'on a perdu nous ici, ça n'existe pas du tout ça. Hein. Et quand je vais en Algérie, c'est tout le temps comme ça. Il y a des gens qui passent, qui vont, qui viennent, et quelle que soit l'heure. Et cette force-là, cette vitalité, moi je trouve ça juste génial. Bon, voilà ce que je voulais dire pour tout ça, aussi bien pour le trou que pour mon coup de téléphone et que pour la première question qui est quand même très importante. Et voilà, j'ai quand même 8 petits spectateurs, j'en avais 10, 11, ça augmente petit à petit. Chantal, oui, qui me dit tout est spontané. Il y a une spontanéité, et je pense, hein, quand je pense à mes grands-parents, qui étaient nostalgiques, on va dire, de l'Algérie, je pense que c'est de ça, fondamentalement, qu'ils étaient nostalgiques. Il y a un attachement à la terre et tout ce qu'on voudra, mais je pense que de ça, fondamentalement, c'était pour eux très important, et c'est quelque chose qu'ils ont perdu quand ils sont revenus en France. Et c'est vrai qu'en France, on est isolés plus ou moins les uns les autres. On ne va jamais appeler quelqu'un à minuit, et quelqu'un qu'on ne connaît pas, et juste pour lui parler d'Oran et de ses vidéos qu'il fait sur Internet, c'est juste impossible. Hein. Et je pense que mes grands-parents, c'est ça qu'ils ont perdu et qu'ils regrettaient profondément. C'était cette ambiance-là. D'autant plus qu'Oran, c'était vraiment une ville qui était extrêmement vivante. À partir de 10h30 du soir, c'était la fiesta. Et d'ailleurs, la dame au téléphone me disait hier, bah oui, à Alger, eux, à 8h30, 9h, tout le monde est au lit, il n'y a plus personne dans les rues, alors qu'à Oran, à 10h30, tout le monde est dans les rues, etc., etc. Et c'est quelque chose que j'avais entendu déjà de la part de Pieds Noirs qui disait que Oran était très, très vivant. Hein. Mon gendre est marocain, alors je vis cette spontanéité avec lui. Ben oui, c'est sûr, et en fin de compte, je me rends compte que mon grand-père, je ne sais pas, quand il allait au marché ou n'importe quoi, il allait chercher cette spontanéité chez les Algériens, parce qu'il y a quelque chose là qui est spontané et qui est complètement perdu ici en France. Bon, je vous remercie d'avoir participé, moins qu'hier, mais hier c'était le délire, je ne sais pas trop pourquoi, je ne sais même vraiment pas pourquoi hier ça s'est enflammé comme ça. Mais aujourd'hui, voilà. À Oran, on prend le frais le soir, me dit Marie-Ange. Ouais, on prend le frais le soir, mais en fait, on prend le frais tard le soir quand même. Hein. Je pense qu'il y a une vie qui doit être décalée de 2 heures par rapport à Alger, hein, par exemple. Joie et bonne humeur. Ouais, joie et bonne humeur, tout à fait. Mais surtout, une facilité de contact. Et les gens, ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur d'aller au contact, d'appeler à minuit et de rigoler, de passer chez les uns, chez les autres, quelle que soit l'heure. C'est quelque chose que nous, on ne connaît pas vraiment, hein. Ça c'est sûr. Bon, voilà, les amis, 18 minutes, 52, 53, je crois que ça va être maintenant mon petit niveau, parce que 10 minutes, si je fais 10 minutes, c'est même pas la peine, ça va trop vite. 20 minutes, voilà, puis si jamais ça discute à fond, ça sera du 30 minutes, mais normalement je coupe à 30 minutes, hein, on s'en sort plus là, sinon. Hein. En tout cas, je vous remercie d'avoir été là, d'avoir fait des petits coucous. Enfin, Kamel, je t'ai vu pour la première fois en train d'intervenir, c'est super. Je te remercie.
Et ben, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Je ne sais pas trop ce que je vais raconter, mais je trouverai forcément de quoi dire, parce qu'il y a plein de choses à dire. Voilà, donc demain, le live quotidien, 19h heure française, 18h heure algérienne. Chantal, je te fais des bisous aussi. À tous, je vous fais des bisous, je vous remercie d'être là. Je vous salue, à demain, ciao.